Bonjour à tous et bienvenue dans le Vendée Live et on va débuter avec cette très mauvaise nouvelle pour Arnaud Boissière. En effet, le skipper de la Michaeline a dématé en plein milieu de l'Atlantique Nord. C'est évidemment le cœur lourd qu'il nous partage cette nouvelle. Bon mais voilà, j'ai dématé ce matin. Je suis un peu au bout du rouleau mais bon. Et j'ai envoyé l'aile de kite de mon ami Yves Parlier. Donc là, on est tracté par l'aile de kite. C'est bien les boules. Maintenant, l'objectif, c'est aller en sécurité à bon port et voilà. Je suis pas blessé, je me suis fait mal aux mains, mais rien de grave. Je suis tellement déçu. Là. Et on va évidemment revenir sur ce dématage à l'heure où Arnaud Boissière participait là à son 5e Vendée Globe. Et jusque-là, il les avait tous bouclés. Pour en parler avec nous, comme tous les jours, Xavier Macaire, notre expert météo et avant tout, surtout, skipper qui espère être sur la ligne de départ en 2028. Salut Xavier. Bonjour Edwige, bonjour. On va profiter de toi jusqu'à la fin puisque c'est ta dernière aujourd'hui, Xavier. Et avec nous dans ce Vendée Live, 24 heures juste après son arrivée, eh bien, Sam Davis qui est avec nous et qui boucle son deuxième Vendée Globe. Salut Sam. Salut, merci. Et le public toujours plus nombreux évidemment dans ce Vendée Live. Alors Sam, avant de revenir sur ta course, un mot évidemment sur Arnaud Boissière dont le mât s'est brisé, l'empêchant évidemment d'avancer correctement. Pour le moment, on ne sait pas à quoi est dû ce dématage et pour le moment, on ne connaît pas non plus son choix quant à l'avenir. Est-ce qu'il va peut-être rejoindre les Antilles? En attendant, c'est une nouvelle d'autant plus symbolique pour toi puisqu'il s'agit de ton ancien bateau avec lequel tu avais fait le Vendée Globe 2020. Forcément un mot pour Arnaud. Oui, c'est mon ancien bateau. J'adorais ce bateau et en plus, c'était un mât un peu custom qu'on avait fait plus courte, censé être plus costaud. Mais c'est vrai qu'il était dans les Alizés où ça tape très fort à cet endroit-là. Donc, c'est les vagues casse-bateau, entre guillemets. Ça doit être hyper frustrant pour lui puisque il est tellement proche de la maison. On a l'impression d'être presque arrivé. Et je pense que le plus qu'on approche ça, si on a un problème qui contraint à ne pas arriver, c'est de pire en pire. Donc, oui, je pense très fort à lui. Et encore plus frustrant parce que la terre le plus proche, je pense, c'est le Cap-Vert. Sauf que le vent, il vient de là, donc il ne peut même pas aller. C'est loin, en fait. Je ne sais pas où il va, s'il va viser les sables avec un gréement de fortune ou la terre le plus proche, c'est les Alizés, mais c'est loin. Donc déjà, frustration à ne pas finir, mais aussi, je crois qu'il a un long chemin devant lui, quoi qu'il arrive. Affaire à suivre. Donc, alors, oui. On va évidemment revenir sur ton arrivée, notamment, Sam. Hier encore, tu étais donc en solitaire. Tu as rapidement pris un bain de foule avec les médias, notamment. Comment tu as vécu ces premières heures, toi qui étais déjà ce matin sur la plage des Sables d'Olonne dans l'eau? Oui, c'était trop bien. Vraiment Oui, c'était une arrivée que j'attends depuis 2009 parce que c'est mon 4e Vendée Globe, mais j'ai abandonné les 2 précédentes que j'ai faites. Et donc, c'est une arrivée que je rêve depuis très longtemps, 15 ans même, c'est ça. Et c'était encore plus merveilleux, je pense, parce que c'était une arrivée encore plus attendue parce que j'avais imaginé plutôt de finir dimanche. Et puis, cette grosse tempête que vous avez eue lundi, ça m'a empêché de venir. C'était trop dangereux sur les côtes pour moi. Et du coup, j'étais obligée de faire du surplace. Pareil, pas très loin, mais avec encore un chemin encore plus difficile, en fait, que si j'avais arrivé dimanche, avec un merdi monté. Donc, je suis arrivée un peu cramée. J'étais cramée, mais quand même présente et toujours avec le sourire. Trop contente de voir mon équipe ils viennent d'arriver, ils sont tous là dans la première rangée, super sage assis par terre. Et je rêvais depuis des semaines et des semaines
Et effectivement, on peut les applaudir parce qu'une équipe, ça travaille dans l'ombre, mais ça travaille aussi pour le skipper. Et ça, c'est important de le rappeler. En effet, alors Sam, vous avez été deux à remonter le chenal hier. Juste avant toi, le skipper allemand Boris Herrmann a également bouclé son deuxième Vendée Globe. Après 80 jours en mer, en solitaire, eh bien, on l'écoute, il revient sur sa course. Je suis content avec la course, parce que je pense que j'étais revenu un peu dans le match quand même après le Cap Horn. J'étais un moment 6e quand même au large de Brésil. Et après en enchaînement des coups durs un peu, mais quand même ça m'a donné beaucoup de confiance en moi parce que chaque fois j'ai trouvé des solutions, je suis resté calme, j'ai profité quand même. Et le dernier mois était un peu particulier. Depuis le Cap Horn, j'ai eu que du prêt et des problèmes techniques. Mais j'ai quand même profité. C'est plutôt devenu une aventure en moment. Les derniers jours, j'ai eu 65 nœuds de vent, des vagues de 10 mètres au Cap Finistère, quelques déferlantes qui couchent le bateau, une grande voile encore déchirée, un foil cassé. Donc c'est devenu une aventure très intense à la fin. Mais bon, on ne s'est pas ennuyé au moins. On ne s'est pas ennuyé. Ça, c'est aussi la magie du Vendée Globe. Sam, tu le sais, il reste donc encore 21 skippers en mer. Et parmi eux, eh bien, un que tu connais très bien et qui est avec nous aujourd'hui en direct. Il s'agit de Damien Seguin, le skipper Apicil, pointe à la 15e place. Bonjour Damien, quelles sont les nouvelles à bord? Raconte-nous. Les nouvelles à bord, raconte-nous. Alors on te voit mais on ne t'entend pas. Alors on te voit mais on ne t'entend pas. Sam, en effet, on l'a dit, tu le connais très bien, oui. Damien, parce que tu as navigué avec lui sur ton bateau. Sur mon bateau, mais aussi sur le bateau de Paul Meillat, Bayota. Mais aussi, on a fait quasiment un tour du monde ensemble il y a 2 ans dans le mer du Sud. On a fait la grande étape sur Bayota. Mais c'était tellement bien passé que j'ai demandé s'il voulait venir naviguer avec moi en double. On s'apprécie beaucoup. On a eu pas mal des échanges pendant cette course. C'est quelqu'un d'incroyable. J'ai vraiment apprécié naviguer avec Damien. Il rigole tout le temps. On rigole beaucoup. C'est un bon blagueur, mais aussi c'est hyper sérieux. Il est incroyable. Il a une force mentale et aussi physique. Parce que, en fait, moi, quand je navigue avec lui, je ne me rends même pas compte qu'il manque un main, qu'il est différent. Pareil, donc lui il rigole parce qu'il dit toi aussi je ne me rends pas compte, t'es une femme. À chacun ses qualités. Exactement. Donc quand on navigue ensemble, il dit c'est bon, on a une femme et un handicapé. Le combo parfait, le combo parfait. Justement, eh bien Damien qui est avec nous normalement. Damien, est-ce que tu nous entends? Et surtout, dis-nous comment ça va à bord. Ça a l'air d'aller en tout cas. Ah, on entend. Alors moi je vous entends, est-ce que vous m'entendez maintenant? Super, on t'entend très bien Damien. Ok, super. Oui, je disais, enfin sorti de cet anticyclone. Hein. C'est que le 3e dans lequel je passe 3 jours dans cette remontée de l'Atlantique. Je commence à un peu en avoir marre du petit temps. Et puis pour fêter ça, on a 35 nœuds de vent, quoi. Donc ça avance plutôt vite vers l'arrivée. Donc c'est bien, mais c'est épuisant des conditions comme ça. Tu peux pas dormir dans le petit temps. Parce qu'il faut essayer d'exploiter la moindre petite risée et de creuser les ménages pour sortir de l'anticyclone. Et puis quand tu as du vent à 35 nœuds, ça me connaît bien, Et on t'a à nouveau donc voilà, c'est difficile de prendre du repos, mais voilà, bientôt à la maison. Et on est ravis, évidemment, on sera évidemment là pour ce retour à la maison. Tu l'as compris, Damien, avec nous, Sam Davis. Sam, un mot pour Damien? Je suis ravie de te voir dans du vent et bien placé dans ton paquet, Damien. Et je suis jalouse de ces conditions-là. C'est vrai que c'est super dur, mais en même temps, ça doit être aussi le kiff d'avoir un dernier gros tempête à se lancer dedans. Il y a un petit décalage. Est-ce que tu nous entends encore, Damien? Oui, moi je vous entends, oui. Sam, peut-être... Ah oui, non, c'est cool. Je disais, je suis à moitié jalouse de toi parce que
Ça a l'air, c'est pas facile, mais ça a l'air sympa aussi, des sensations. Je te connais, tu dois être à fond sur la télécommande en train de lancer ton bateau de plus en plus vite. Et t'as quelle voile? Là, en ce moment, je suis avec la mule, donc la petite voile portant vraiment de brise, avec 2 riz dans la GV. Et entre les grains, je renvoie un J3 avec pour essayer de tenir un bon rythme. Alors, j'ai réussi à lâcher les autres du paquet. C'était assez rigolo parce que quand on a passé la zone interdite autour autour des Açores, là, on a passé le plan le plus ouest. Et on était 4 bateaux, on se voyait en fait, on était tous ensemble. Et après ça s'est éparpillé un peu pendant la nuit, et j'allais un petit peu plus vite donc j'ai pris de l'avance. Mais on s'est retrouvés là, c'était assez incroyable, on parlait à la VHF et tout ça. Donc voilà, après pour revenir sur ce que tu disais, c'est bien de retrouver du vent, mais j'aurais jamais connu sur ce Vendée Globe un seul moment où j'ai eu du bon vent, de la bonne mer et puis le temps de profiter des choses quoi. Ça a été... soit c'était la guerre en permanence, soit c'était justement pas de vent du tout. Donc assez étonnant. Je pense que le débriefing, il va être assez intéressant. Et on a hâte que tu débriefes avec nous, Damien. Damien, merci d'avoir été avec nous. Alors, tu dis que tu n'as pas eu le temps de trop de profiter de tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu auras le temps de profiter de cette remontée du chenal, puisqu'on sera là pour t'applaudir. C'est normalement lundi 3 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Damien. Et le public, avant de te voir, eh bien, va t'applaudir pour te permettre de profiter au maximum. Merci, Damien. Et rendez-vous en début de semaine prochaine. Salut. J'en profite. Vas-y, dis-nous. Parfait. Merci. Voilà, avec le décalage, effectivement, c'est pas toujours simple. Alors, on va revenir aussi sur ta course, Sam. Et c'est Xavier qui va tenter de résumer 80 jours en 2 minutes. C'est ton dernier challenge, Xavier. C'est ça, Samantha, c'est parti. Accrochez-vous. En quelques minutes, en 2 minutes, on va revivre la course. Donc, départ le 10 novembre des Sables d'Olonne, dans du petit temps. Très vite, tu as été dans le bon paquet, 10e, 15e, 13e. Au moment de la dorsale dans les alizés, 6e. Au moment du poteau noir, tu sors en 4e position. Puis Équateur, le Brésil, la dépression de l'Atlantique Sud qui vous a emmené tout le groupe des bateaux de tête jusqu'à 14, 15e. Tu étais là, tu étais 10e. Cette dépression, elle allait vite. Elle a un petit peu favorisé les bateaux de devant. À un moment, il y a eu une scission. Ça a décroché et tu t'es retrouvé assez rapidement avec Boris Herman, Justine Métro, Clarisse Kremer, au point que même on vous a appelé, je ne sais pas si tu l'as su, les Boris Angels, hein, les 3 filles autour de Boris Herman. Et voilà, donc pour cet océan Indien, ça a été les Boris Angels. Le Cap Lewin, l'Australie, et au niveau de la Tasmanie, il y a eu un front qui est passé et qui a créé un petit peu une cassure, puisqu'il y a des bateaux qui ont réussi à partir. Tu étais avec Clarisse Kremer, vous avez été bloqué et vous avez même dû faire du pré, ce qui est plutôt rare dans les mers du Sud, dans le Pacifique, de devoir remonter au pré face au vent, face à la mer. Ensuite, le Point Nemo, tu as été la concurrente du Vendée Globe qui est passée le plus proche du Point Nemo. Puis, fin du Pacifique, le Cap Horn qui approche, tu arrives au Cap Horn et ici, tu rejoins le groupe à nouveau, Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer. Moi, je voulais te demander, ce Cap Horn, est-ce que ça a été un marquant important pour toi? Comment tu as vécu ce Cap Horn? Est-ce que c'était une libération? Oui, c'est toujours bien attendu un Cap Horn et c'était mon 5e Cap Horn, donc je suis très fière. Et pour moi, c'était un peu j'ai comparé ça avec il y a 4 ans quand j'ai passé le Cap Horn après des grosses galères, un abandon et j'étais hors course où j'ai un peu souffert dans la mer du Sud, toute seule, sans personne et avec un peu un défi mental. Et là, c'était rien à voir. Donc, mon Cap Horn, c'était... j'ai réfléchi un peu à toute la course jusque-là. J'ai fait, oui, des bons trucs, des moins bons trucs, mais c'était une régate. Et j'avais adoré. Et du coup, oui, j'ai célébré ce Cap Horn. Et petite cerise sur le gâteau, j'ai passé vraiment tout proche des îles Diego Ramirez. C'est les seules îles dans tous mes passages des Cap Horn. C'est les seules choses que je n'ai jamais vues.
Et du coup, j'étais hyper contente de voir ces îles-là accompagnées par une baleine. Même il y a des gardiens de phare sur cette île-là, je ne savais pas, qui m'ont appelé. Ils me demandaient mon dernier port de départ, la destination et le nombre d'équipages à bord. Donc j'ai dit les Sables d'Olonne, une personne. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez répéter? Ils ont dû avoir du mal à y croire, effectivement. Et du coup, c'était sympa. J'ai pas vu le Cap Horn et puis c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas de vent. J'étais obligée de faire un gros tour pour tuer du vent. Mais c'était, oui, et l'approche, j'ai arrivé avec un front, avec pour une fois des belles conditions pendant une journée. C'était sympa. Super. Et la suite, du coup, ça s'est fait avec Clarisse Kremer, Benjamin Dutreux. Vous remontez de l'Atlantique Sud dans des conditions plutôt favorables parce que du vent portant qui vous a poussé pour remonter cet Atlantique Sud. Tu choisis une option avec Clarisse Kremer le long des côtes du Brésil, alors que Benjamin Dutreux, lui, était parti plutôt au large. Finalement, vous vous regroupez, vous refaites un petit groupe à 3 pour passer l'équateur et le poteau noir pour passer dans les alizés. Quand tu montes dans l'Atlantique Nord, tu t'approches des Canaries et là, tu commences à regarder la météo pour l'arrivée. Peut-être tu as dû te dire que ça allait être compliqué. Et à un moment, tu as fait un choix, on voit ici, que tu ralentis, même tu fais un petit demi-tour. Tu décides de laisser passer cette tempête. Qu'est-ce qui t'a fait faire ce choix? Est-ce que ça a été un choix difficile? Oui, c'était un choix très difficile. Et, comme tu dis, quand on passe les Canaries, j'ai eu la direction de course qui m'ont appelé en disant, est-ce que vous avez vu, il y a une tempête, vous avez réfléchi à arrêter? Je dis, mais pas du tout. Parce que ça passe, il n'y a pas de problème. Ça va être un peu sport à Cap Finistère, mais pas de problème. Et même si je sais que ça ne rentre pas au sable, mais j'irai à La Rochelle, il n'y a pas de problème. Et puis petit à petit, on a surveillé ça. Donc, comme c'est une question de la sécurité, donc c'est au-delà des questions de routage ou aide extérieure. Donc c'est là où il y a des échanges avec la direction de course. Entre-temps, mon équipe y cherchait des solutions pour se mettre au port. Donc, ce n'était pas une question de ne pas pouvoir arriver, c'était une question de ne pas pouvoir mettre le bateau à l'abri après l'arrivée. Et du coup, ils m'ont bien expliqué que si je continuais, qu'il n'y aura aucun port ouvert, parce que j'avais quelques heures de retard derrière Clarisse, et elle c'était possible de rentrer. À La Rochelle, moi non. Donc, elle a vu les conditions, c'était trop dangereux de rester sur une côte sous le vent dans les 50 nœuds pendant 36 heures. Une équipe qui ne pouvait pas monter à bord aussi. Non, c'est sûr que j'aurais été toute seule à attendre au moins un jour et demi de faire du surplace. Et là, le moindre problème, tu t'échoues sur la plage. C'est trop dangereux. Donc, j'avais pas trop le choix. Ok, c'est ta décision. C'est une décision qu'on appelle en bon marin. La fin de ta course, on la connaît. Tu es arrivé hier à 11h15 après avoir laissé passer cette tempête Herminia. Tu as mis 80 jours et 22 heures. J'ai envie de te dire bravo, Sam. Effectivement, bravo Sam. Et désormais, donc, vous êtes 13 à avoir bouclé votre tour du monde. On l'a dit tout à l'heure, il reste 21 skippers en mer. Et autant dire que certains jouent au coude à coude, notamment avec un Damien Seguin et un Tanguy. Regardez. Appici, Lublot, Lazare, la bataille navale. J'ai essayé de faire Pierre des Caraïbes, mais j'y arrive pas. Oh, les risées qui rentrent là. C'est ouf de voir deux IMOCA comme ça. Après un tour du monde, c'est trop beau en vrai. Oh, ça tartine là, les amis. Ça tartine. Et Xavier, est-ce que ça tartine pour tout le monde? Raconte-nous. Ça tartine surtout pour le groupe de Tanguy Le Turquet. Il est où, Tanguy? On va zoomer ici. Il a passé les Açores, donc il est toujours dans le groupe de 8 skippers, entre Damien Séguin 15e et Conrad Coleman 22e. Donc voilà, il était bord à bord avec Alan Rouret, Damien Séguin. On voit que Damien Séguin a tiré un petit peu sur la corde. Il est parti un petit peu devant. On va lancer un routage pour voir un petit peu ce qui se passe pour eux dans les 48 prochaines heures. Donc Romain Attanasio qui est là, en avant du front, on voit que c'est une zone un petit peu plus calme avec moins de vent. Il va un peu moins vite que les 8 skippers qui sont là dans la dépression, dans le front, qui vont assez vite actuellement. Mais bon, on attend quand même Romain Attanasio dimanche après-midi, alors qu'on attend Damien Séguin plutôt lundi matin et les poursuivants dans la journée de lundi à mardi. Ce qu'on voit, c'est que ça va se calmer sur le golfe de Gascogne pour l'arrivée de ses concurrents. On voit une zone vraiment de calme, donc des arrivées qui vont s'étaler un petit peu dans le temps.
Si on regarde ensuite un petit peu plus loin dans la flotte, on a donc Guirec Soudé ici qui s'approche des Açores, de Kojiro à Seb Marseille qui sortent des Alizés, qui vont bientôt attraper les dépressions de l'Atlantique. Antoine Cornic qui passe le poteau noir, et le poteau noir, vous allez voir, il est assez actif. On a une photo satellite avec les nuages, donc il vient de passer cette zone active de nuages, il en a encore une à passer. On pense qu'il va franchir le poteau noir d'ici demain à peu près, il devrait en sortir. Et ça, est-ce que ça change le classement, Xavier? Alors, qu'est-ce que ça change au classement? Hop, pardon, tac. Au classement, donc il n'y a pas, pour l'instant, pas de grands changements. Voilà, là, on est bien bloqué. On a donc Romain Athanasio qui a un peu moins de 700 000 de l'arrivée. Dans le groupe, Damien Séguin, 15e, Conrad Coleman, 22e, 170 000 d'écart. Ça reste assez serré, même si la météo, je vous l'ai dit, à la fin risque d'étaler un petit peu la flotte dans les arrivées. Jin Kunshu, 3200 et Denis Van Nieuwenberg à 4600 000 de l'arrivée. Merci, du premier, Xavier. pardon. En effet, et quel que soit le classement, eh bien, on sera forcément là pour toutes les arrivées. Sam, au-delà de la course, tu donnes un sens aussi à tes courses, puisque tu cours sous les couleurs d'Initiative Cœur. L'objectif est donc de collecter des fonds en faveur des enfants souffrant de malformations cardiaques. Et cette année, eh bien, ce sont 106 enfants qui ont pu être opérés. L'un d'entre eux était notamment avec toi sur le bateau. Alors, quel sens ça donne à ton engagement, finalement, dans la course au large? C'est un projet unique. Et, moi, je ne pourrais pas faire qu'un projet sportif classique. Pour moi, c'est super important d'avoir un vrai sens à chaque aventure, chaque projet. Initiative K, c'est un projet qui existe depuis 2009. Tanguy de la Motte a fait son premier Vendée Globe en 2012. On était concurrentes, on était voisins de Pantin. J'étais tellement contente de voir qu'il avait monté ce projet qui mettait en avant une cause et pas des logos des partenaires. C'est rigolo, maintenant c'est toi. Je suis skipper du bateau. Donc ça fait 4 Vendée Globe. Et depuis, Tanguy a créé ce projet Initiative K et son premier Vendée Globe 2012. Maintenant, grâce à ce Vendée Globe et les 106 enfants qu'on a sauvés avec ce Vendée, on a atteint le cap 500, de dire que le projet Initiative K, dans toute l'histoire du projet, entre Tanguy et moi, on a sauvé 500 enfants. Et ça, ça compte, c'est incroyable. Forcément, effectivement, le public peut applaudir. Alors, et je voulais... vas-y, Sam. Le public, parce que c'est grâce à vous aussi. Parce que c'est comme ça que ça marche avec les clics. Vous venez sur nos réseaux sociaux du projet Initiative K et ces clics-là, les partenaires au retour, ils donnent 1 euro pour chaque clic sur les réseaux. Donc j'ai des partenaires très généreux. Donc un Vendéenne, K-Line, et puis les chocolats du cœur et les chocolats Alex Olivier, chocolat du cœur, et puis Vinci Énergie. Donc c'est 3 partenaires généreuses et le public. Donc je vous remercie tous. Je remercie aussi les partenaires parce qu'on est tous les petites maillons dans un chaîne. Chacun, effectivement, avec son geste. Alors, il y a un autre enfant que tu as retrouvé, c'est ton fils Ruben, 11 ans. Comment la maman que tu es vit aussi cette absence, ces retrouvailles, sachant que Ruben a aussi finalement l'habitude, parce que ça fait plusieurs Vendée Globe que tu fais, et puis il a aussi un papa qui est engagé dans le Vendée Globe. Malgré tout, ça reste une absence et ça reste des retrouvailles. Comment tu vis ça en tant que maman? J'ai toujours vécu ça depuis qu'il est né, puisqu'il est né en 2011, et puis je suis partie sur le Vendée Globe 2012, il avait à peine 1 an. Et après, j'ai fait le The Ocean Race, où j'étais partie pour 9 mois. J'ai très peu le vu pendant toute cette période, donc on est habitué aux absences, au départ, aux retrouvailles. C'est un peu notre vie qui n'est pas une vie classique, famille, mais on arrive à quand même... je pense que si on est heureux, si les parents sont heureux, les enfants sont heureux, et on a de la chance d'avoir beaucoup de monde autour de nous qui nous aide à s'en occuper de Ruben. Donc quand je suis partie, je ne m'inquiète pas du tout pour lui, et forcément il y a des moments difficiles. J'ai bien senti dans les dernières 2 semaines qu'il avait... Jusque-là, il était content, et dans les dernières 2 semaines, je crois qu'il avait envie que sa maman revienne. Et puis, ouais, ça fait plaisir de le voir. Et hier soir, on a dansé ensemble toute la soirée. Donc, c'est la première fois que je danse avec mon fils dans une soirée. Donc, c'était sympa. C'est ça. Et ça compte aussi, ces moments de partage. Merci beaucoup, Sam, d'avoir été avec nous. Je crois que le public, évidemment, peut encore t'applaudir. Il y a 24 heures, tu étais en
corps en mer. Merci d'être avec nous donc aujourd'hui pour ce deuxième Vendée Globe bouclé en 80 jours. Merci aussi à Xavier, c'était effectivement cette dernière. Merci pour ces 2 mois et demi d'émission. Grâce à ton expertise, tu as pu permettre au plus grand nombre de comprendre la course au large. Et on espère surtout que dans 4 ans, tu ne seras pas là, mais tu seras peut-être aux côtés de Sam sur l'eau, en effet, pour ce Vendée Globe 2028. Merci aussi à Christian Panetier, le réalisateur, pour qui c'était la dernière aussi. Avant ça, on va vous permettre aussi de vivre les arrivées, hein, vous le savez, dans le chenal. Benjamin Dutreux qui remontera le chenal ce vendredi à 17h. Clarisse Kremer demain à 15h. Et puis, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Xavier, c'est aussi de nombreux bateaux qui arriveront tout au long de ces prochaines journées. Et puis, on va terminer comme on a commencé, comme on a fait avec Samantha, puisqu'on parlait d'enthousiasme avec Samantha. Eh bien, on va aussi continuer avec un autre qui nous partage son sourire tous les jours. C'est le chinois Jinkung Shu. Il est parfois intéressant de rappeler que le bonheur de la vie peut se retrouver partout, même dans les raviolis. Salut, à demain. 有饺子吃，太棒了！哎，好幸福啊！